Tungamani, 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 tungamani. Venyebu ntambi, karamani tambi. Montakitene, montabirene. Ibe malinki famu, kopimbine nankentamu. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur TV Touba pour cette nouvelle édition. Alors nous aurons pour invité aujourd'hui une maîtresse de conférence en histoire africaine à la School of Dorian, un African student à Londres. Bonsoir. Voilà, Madame Marie Rodet, diplômée de l'Institut d'études politiques des Rennes et détentrice d'un doctorat d'études africaines et de l'Université de Vienne en Autriche. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Oui, merci pour l'invitation, c'est un Puis plaisir. sachant que c'est un peu exceptionnel parce que vous n'êtes pas de Paris, vous ne venez pas souvent sur Paris. Non, bah ça... Là, on a profité pour vous avoir. Oui, non, mais tant mieux, j'étais de passage et on a réussi à combiner ça, donc je suis très contente. On vous a vu cette année ou plutôt l'année dernière, en fin de l'année dernière, à cause de votre documentaire, film documentaire que vous avez tourné au Mali, Les Djambouro, qui a été un énorme succès, je pense. Non. D'où ma première question, d'ailleurs, c'est par rapport à votre cursus, enfin ça va plus sur votre cursus, qui est que vous êtes enseignante, vous donnez des cours à l'Institut d'éducation politique des Rennes. Oui, ça c'est. Je suis professeur invité aussi là-bas. Professeur invité. Mais mon poste principal est à Londres. D'accord. Donc j'enseigne en anglais l'histoire africaine. Et donc vous êtes installé à Londres en fait? Oui, complètement. Non, j'ai mes parents qui sont encore en France, mais sinon non, je suis à Londres. Donc nous sommes doublement sensibles en fait de vous avoir. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Tant qu'à faire. Non, mais avec grand plaisir. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et j'aimerais savoir, comme vous êtes enseignante, vous donnez des cours au professeur invité à l'Institut d'éducation politique des Rennes. Et vous donnez des cours sur la diaspora africaine en Europe. Donc, et on entend souvent que l'Afrique c'est l'avenir, l'Afrique c'est le futur. Et j'aimerais savoir, est-ce vrai? La première question c'est, est-ce vraiment vrai que l'Afrique c'est le futur? Et deuxièmement, cette futur-là, est-ce avec qu'est-ce que la diaspora a comme place dans ce futur-là en fait? Déjà, le continent africain est un continent très jeune. Alors, je n'ai pas les pourcentages en tête, mais je sais que la majorité de la population, dans la plupart des pays africains, a moins de 18 ans. Donc, c'est une force. C'est des populations qui sont prêtes à tout, qui sont dynamiques, qui sont prêtes à embrasser l'avenir. Et dans ce sens-là, ça fait un potentiel dynamique énorme en Afrique. Et on le voit. Et avec l'immigration, en fait, ils envoient aussi beaucoup de forces vives à l'extérieur, qui sont malheureusement souvent discriminées, etc. Mais il y en a qui s'en sortent et qui représentent avec fierté le continent et qui sont dans tous les domaines et qui se battent pour eux, pour leur famille. Et on sait bien l'importance de la diaspora aussi pour les fonds qui sont transférés dans les pays d'origine. Je veux dire, il y a beaucoup de villages sans ces fonds qui ne pourraient pas s'en sortir économiquement, même en termes de survie alimentaire. Le nombre de sacs de riz qui sont payés tous les ans dans les villages au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, je veux dire, c'est pas l'État qui fait ça. Ça, c'est la force vive de ces pays qui travaillent à l'extérieur, qui sont prêts à tout sacrifier pour ça. Et je crois que pour ça, la diaspora, la diaspora, elle est multiple, elle ne se résume pas aux travailleurs, on va dire, soninké, il y a tout, à tous les niveaux. Et je pense que ça, c'est une force énorme pour le continent. Et c'est pas pour rien que ces dernières années, en fait, tous les gouvernements africains ont essayé de se rattraper en fondant des ministères pour la diaspora, etc. C'est parce qu'ils savent bien que c'est pas eux qui soutiennent actuellement dans les villages directement, mais que c'est sans cette diaspora, l'économie de ces pays ne serait pas soutenable. Et parlant de, vous avez dit la diaspora envoie des sacs de riz, du vivre, en fait, tout ce qui est première nécessité en fait. Mais
étant aussi un fils d'immigré ou même un immigré, si on peut le dire, est-ce que le rôle d'ailleurs n'est pas... Qui est ça en fait? Parce qu'on a l'impression que les gens qui sont à l'extérieur, nous, on est bon qu'à envoyer des vivres en fait pour qu'ils puissent manger tous les jours, mais on n'apporte rien de concret en fait aussi. Bon, il y a aussi, vous savez mieux que moi, il y a toutes les coopérations, les coopératives et les associations villageoises. Ça va de soutenir le centre de santé, l'école, les puits, les jardins maraîchers et les mosquées et tous les aspects de la vie sociale. Mais c'est vrai qu'on voit depuis les années 70 aussi les priorités de la diaspora et de l'investissement dans les villages a pu changer. Dans les années 70, ça a pu être les coopératives agricoles. Dans les années 80-90, ça a été les écoles et les centres de santé. Et bon, maintenant, voilà, c'est plus diversifié. Et puis, il y a aussi les mosquées qui sont construites. Bon, donc, faites, donc l'Afrique, c'est vraiment l'avenir et la diaspora, ce sera avec la diaspora, pas sans la diaspora. Si je vous comprends bien, si j'ai raison. Oui, non, bien sûr, parce que... bon, malheureusement, dans de nombreux pays africains, la force vive se sent bloquée parfois dans ces pays et a l'impression que malgré toutes leurs aspirations, leur dynamisme, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils n'arrivent pas à avancer et ça crée des frustrations et c'est aussi ça qui est à la base de nombreux départs, c'est des jeunes qui disent mais j'ai honte de ne pas pouvoir soutenir mes parents, de ne pas pouvoir aider mes frères à aller à l'école, etc. Et il faut que je ne peux pas rester là sans rien faire. Et malheureusement, malgré cette force vive, il y a aussi un énorme chômage des jeunes. Et quand les gouvernements, certains sont plus intéressés par leurs propres intérêts que par les intérêts des populations et la lutte contre la pauvreté n'est pas forcément leur priorité malheureusement parfois et c'est pas étonnant qu'en fait cette force vive elle soit prête à tout aussi et même à prendre des bateaux et à faire des naufrages dans la Méditerranée juste pour essayer d'avoir un avenir meilleur pour eux et leurs familles. Et d'ailleurs, parlant de bateaux et d'avenir meilleur, vous avez écrit un livre. Les migrantes ignorées au Sénégal. Ouais. Donc, dans ce livre, vous disiez que, je vous cite, l'administration coloniale a largement ignoré ce déplacement d'immigration féminine, se focalisant sur la migration masculine des travails qu'ils considéraient comme celle digne d'intérêt. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de la migration féminine réellement ? Je pense qu'elle est toujours largement ignorée, même si de plus en plus on les prend en compte au niveau statistique mondial en disant oui, en fait, les femmes migrent aussi, on les voit aussi dans les bateaux, mais si c'est pas la seule voie d'immigration. Mais je pense qu'il y a vraiment cette focalisation, malheureusement, de nos gouvernements en Europe et ailleurs, aux États-Unis, sur les migrants du travail. Et d'ailleurs, migrant économique est devenu synonyme avec tous les maux de la terre. C'est terrible parce que évidemment, on ne migre pas seulement à cause de l'économie. Il y a de multiples facteurs. Et si on réduit tout ça à l'économie, c'est réduire cette force vive africaine à dire qu'ils sont là juste pour désespérer de trouver un travail. Mais c'est pas seulement ça. Je veux dire, le voyage et pourquoi nous, Européens, on est légitime en voulant aller voir ailleurs et visiter le monde et les autres, parce qu'ils viennent du continent africain, ils sont pas légitimes. Et évidemment, tout le monde a envie de découvrir le monde, d'avoir son propre expérience. Moi, je suis une migrante. J'ai fait mes études d'abord en Autriche, où j'ai commencé à travailler et ensuite j'ai trouvé un travail en Angleterre. Je suis une migrante économique, mais personne ne va me dire Marie Rodet, vous êtes une migrante économique parce que je suis blanche, européenne, privilégiée, etc. Alors que je veux dire, j'ai migré pour avoir un avenir meilleur, comme tout le monde. Mais... Je veux dire, pour les études, pour le boulot. Donc, et je pense que c'est ça aussi, on réduit du coup aussi les femmes à un rôle passif dans la migration. C'est-à-dire, elles vont suivre leur mari, elles vont suivre leur père, elles vont toujours comme si elles n'avaient pas de pouvoir de décision et
et même si on migre pas seul, je veux dire, qui migre seul? C'est difficile quand même. Souvent même les garçons, on les entend, ils ont dit, bah, on a décidé de partir avec des copains, quoi. Pas partir seul, parce que tout le monde sait bien que le chemin est hasardeux et qu'on a besoin d'informations. Donc tout le monde a intérêt à ne pas être seul, et parce que peut y avoir des accidents, parce que c'est pas évident la route de l'immigration. Et les femmes, parce qu'elles partent avec un frère, parce qu'elles partent avec un père, parce qu'elles partent avec un mari, tout de suite on dit bah non, bah, elles font juste que suivre. Mais je veux dire, elles aussi, elles ont leur idée, elles pourraient aussi décider de rester. Je veux dire, de dire, moi je veux pas me joindre à l'aventure de l'immigration. Je veux dire, à la fin, si elles partent aussi, c'est que elles espèrent aussi un avenir meilleur, et comme tout le monde, et que dans le cadre de ce qu'est leur vie, c'est là qu'elles se disent, bon bah pourquoi pas, quoi. Mais cette administration que vous disiez de coloniale, aujourd'hui on se rend compte aussi que tout le monde, cette administration aussi, que ce soit bien clair, on parle d'administration, on ne parle pas des individus. Et comme vous avez dit, on voit qu'aujourd'hui les femmes aussi sont prises en compte, par exemple par les grandes associations, organisations, ONG internationaux qui font des statistiques aussi sur l'immigration féminine. Donc, mais dans les journaux, vous regardez les photos qu'on voit, à chaque fois qu'on parle d'immigration, c'est un homme noir sur un bateau. Et derrière, on voit quelques femmes, et de toute façon, on réduit le migrant africain au bateau, quoi. On voit la catastrophe qui est en train de se passer en Grèce, mais c'est terrible, quoi. Et c'est devenu l'ennemi numéro 1. Mais je veux dire, dans quelle humanité on vit avec des comportements comme ça? Moi, je sais même pas de quel côté regarder, tellement à chaque fois je tourne la tête, je vois encore une autre catastrophe qui est en lien avec ces questions migratoires. C'est terrible, quoi. Ça me fout le cafard. Malheureusement. En tout cas, j'espère que c'est pas nous, c'est pas nos questions. C'est une situation générale. Mais on va rester un peu, excusez-moi, juste un peu sur cette question d'immigration. On voit énormément, en fait, que cette immigration-là, une fois arrivée en Europe, à la destination, à l'Eldorado, mais en fait, ils déchantent aussi vite qu'ils sont arrivés, parce qu'on les retrouve dans la rue, on les retrouve sous des ponts, on les retrouve dans des gares, dans des métros. Donc, comment il se passe quoi, en fait? Vous n'êtes pas dans cette situation-là, mais en tant que quelqu'un qui a étudié un peu cette question-là, comment on se retrouve, en fait, une fois arrivé, qu'on se dit, en fait, finalement, c'est pas l'Eldorado? Je pense que, je veux dire, déjà, l'immigration tout court, même dans les meilleures conditions, c'est un changement, c'est un choc. Ça peut être un choc culturel, ça peut être... tout le monde n'est pas fort et armé psychologiquement pour faire face à... Parce que tant qu'on n'est pas confronté à l'autre, à ce qui est différent, même si on imagine, on ne peut pas imaginer. On a des idées, mais je veux dire, on n'a jamais eu l'expérience, donc on ne sait pas comment réagir, et on ne peut pas s'attendre forcément... je veux dire, on est dans son milieu, on est habitué à des comportements, etc. On arrive dans un autre milieu, complètement autre comportement, et d'entrée, on sait que vous êtes étranger. Donc déjà, il faut accepter cette situation-là. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué et je pense que tout migrant, pour n'importe quelle raison, peut être potentiellement confronté à une crise existentielle. À se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? C'est quoi le sens de ma vie? Alors vous rajoutez à ça, vous mettez dans des conditions déplorables où la personne se retrouve à dormir dans la rue parce qu'il n'a pas les papiers, où elle n'a pas de contact, où elle est complètement larguée. Mais c'est tout qui s'effondre. Après surtout pour la voie de l'immigration illégale, après des périls. Je veux dire, ils sont confrontés à des choses, à des vraies épreuves, et des cas de torture, des cas de viol, des cas de... je veux dire, on ne s'imagine même pas. Je veux dire... Et je pense que quand on arrive, après avoir vécu des choses très très dures, c'est mon interprétation, à un moment, les gens, ils arrivent et ils n'ont nulle part où dormir. Quand c'est dans les pires des cas, ils doivent se dire, mais tout ça pour ça.
c'est terrible, quoi. Mais bon, encore une fois, ça, c'est aussi l'image. Moi, j'essaie de... Bon, l'immigration, elle est multiple, elle est diverse. Je veux dire, l'Afrique est un continent multiple et divers. Et le problème, c'est que les médias nous renvoient toujours la même image. Ils prennent n'importe quelle image d'homme noir africain, c'est la définition par excellence du migrant. Et ça ne montre pas la diversité des expériences migratoires, ça ne montre pas la diversité des raisons de migrer, et surtout, ça ne montre surtout pas la diversité du continent, et ça oublie vraiment beaucoup. Et c'est ça ce que j'essaie de faire comprendre dans mes cours. On réduit toujours la migration à la question économique, mais si c'était juste l'économie, je veux dire, évidemment, on a tous, je veux dire, il y a des difficultés partout, etc. Mais pour vouloir partir à ce point-là, il faut vraiment que ce soit plus que juste des difficultés économiques. Et on oublie souvent, et ça c'est les Européens qui le font d'autant plus, c'est oublier toutes les compromissions des régimes, je veux dire, aujourd'hui, pour l'Afrique de l'Ouest, la nationalité numéro 1 immigrée clandestine en Europe, qui passe la Méditerranée, c'est les Guinéens. Ouais. C'est vrai. Parlons de la Guinée, parlons du régime guinéen. On sait bien ce qui se passe, on sait bien ce qui se... je veux dire, Alpha Condé vient de repousser un potentiel référendum, etc. Donc, c'est une manière de dire que c'est juste des migrants économiques, c'est rejeter la faute juste sur l'économie et ne pas prendre en compte du tout le politique, alors qu'on le voit même depuis 10 ans. Dans la plupart de ces pays, il y a une fermeture quasi autoritaire. Il y a eu l'espoir de la démocratie des années 90-2000. Il y a eu des choses qui ont été mises en place, mais actuellement en Afrique de l'Ouest, dans la plupart de ces pays, ils sont tous en train d'essayer de briguer un troisième mandat, quoi. En Mauritanie, vous l'avez échappé belle. Au Niger, ça va encore. Mais qui dans les pays ouest-africains est en train de la CEDEAO est en train d'essayer de condamner actuellement Alpha Condé? Personne ne parle, parce que tous les pays autour, ils sont tous dans la même situation. À se dire comment on va essayer de... Donc, si je vous comprends bien, le problème est surtout politique. C'est une combinaison. Il y a le politique, il y a le social, il y a l'économique. Mais je pense que souvent, encore une fois, bon, l'économique est aussi politique, mais je pense quand même que c'est trop facile d'évacuer complètement le politique de tout ça. Si aujourd'hui il n'y a pas de débouché pour les jeunes, c'est aussi parce que les gouvernements ne feront pas forcément le maximum pour que la jeunesse s'en sorte, quoi. Et ça, c'est politique. Et parlons de faire le maximum. Il y a de cela quelques années, vous avez mis en place un projet de sauvetage des archives dans le cercle des Raïs au Mali. Ouais. Et il y a plus récemment au niveau de quel département? De Kita, c'est la même région. Donc, et quelle est la place de l'enseignement, en fait? Vous avez parlé de politique, mais de l'enseignement au Mali, mais plus généralement en Afrique. Parce que là où on a parlé du côté politique, on voit que vous avez essayé de faire votre maximum en mettant en place quelque chose, mais l'enseignement en elle-même, parce que c'est bien de sauver des archives, c'est bien de sauver des livres, mais s'il n'y a personne pour les lire aussi... Bon, c'est vrai que bon, moi, là, à ce niveau-là, je peux parler surtout du Mali, hein, mais au Mali, les enseignants sont en grève depuis quasiment 9 mois. On est parti encore pour une année blanche. L'année dernière, c'était aussi quasiment une partie de l'année qui était en grève. Donc, sans compter dans le centre et le nord du pays, le nombre d'écoles qui sont fermées à cause des menaces sécuritaires et islamistes. C'est toute une jeunesse qu'on sacrifie. Je veux dire, une jeunesse qui n'est pas éduquée, qui n'a pas accès... Moi, je le disais, je suis intervenue en montrant mon film, mon documentaire dans des écoles à Caille et dans des villages où ça avait été filmé. Et c'est pas que je suis une défenseuse du français, c'est pas ça, c'est que actuellement, malheureusement, l'administration est encore en français. Et si on veut pas dépendre des autres pour les traductions,
il faut un minimum de compréhension. Et ça, c'est la clé de l'accès à l'administration, et c'est pour défendre ses droits de citoyen. Et c'est malheureux que ces administrations-là soient toujours en français, mais c'est un fait. Et j'ai dit aux élèves, quoi que vous fassiez, essayez d'avoir un minimum de compréhension, parce que toute votre vie, vous allez être dépendante d'interprètes et de gens il va falloir vous les payer pour juste avoir votre certificat de naissance. Oui. Non mais c'est incroyable. Et ça crée des chaînes de dépendance, et je veux dire, comment on peut se sentir pleinement citoyen quand on n'est même pas capable de lire un bulletin de vote? C'est terrible. Après, c'est pas pour défendre le français. Malheureusement, le français est l'héritage colonial, et c'est la langue de l'administration. C'est pour ça qu'il faut encourager et voir comment, pour permettre un meilleur accès à l'éducation, comment les gouvernements peuvent intégrer plus les langues nationales dans l'éducation. C'est fait en partie au Mali, mais dans de nombreuses écoles, ils ont aussi abandonné en partie, parce que, je veux dire, on apprend le bambara à l'école, mais après, il n'y a pas de suivi. Donc, malheureusement, dans le système, comme c'est actuellement, ça ne fonctionne pas forcément très bien. Mais je pense qu'il faut vraiment prôner le multilinguisme. Et en attendant de pouvoir aboutir à ces formes de connaissances multilingues, il faut que les enfants prennent conscience que pour pouvoir exercer leurs droits de citoyen, il faut que les parents comprennent qu'il faut les pousser à l'école, et c'est ça qui est difficile. Et aussi, du coup, on dit souvent aussi, ici en Occident, parce que d'ailleurs j'ai des frères, j'ai des cousins qui ont fait leurs études en Afrique, et quand ils arrivent ici diplômés, avec des licences, avec des doctorats de fois, ils arrivent ici, ils ne trouvent pas de travail, parce qu'on dit que le niveau des étudiants africains, en l'occurrence je suis mauritanien, des étudiants mauritaniens n'est pas au niveau. Et c'est de la faute à qui? C'est de la faute de l'État, des étudiants ou des instituteurs? Mais je pense qu'il y a une combinaison de facteurs. Déjà, clairement, ça fait partie du racisme structurel des États européens, de défendre leurs propres diplômes contre les diplômes étrangers. Ce n'est pas spécifique aux diplômes africains, c'est de manière générale. Quand on a des diplômes hors Europe, il faut les faire reconnaître. Bon, quand on a été à l'université francophone en Afrique, parfois c'est plus facile de faire reconnaître. En tout cas, il n'y a pas besoin de traduction, mais je pense qu'il y a une combinaison de facteurs. On sait bien qu'en Afrique, les classes sont surchargées, il n'y a qu'un enseignant qui va faire plusieurs niveaux, il n'y a pas le suivi. Là, avec un des programmes de recherche que j'ai fait, on a pu financer le solaire dans un village, juste amener un panneau solaire, et les villageois nous ont dit, vous savez, c'est la seule maison qui est éclairée le soir et qui permet, en fait, tous les élèves maintenant viennent apprendre chez nous, et ça c'est extraordinaire parce qu'on n'avait pas ça avant. Donc juste commencer par ça, c'est déjà énorme. Et ça fait la différence aussi, parce que voilà, les enfants qui ne pouvaient pas étudier le soir, maintenant ils peuvent étudier. On a parlé des années blanches, donc il manque de ressources aussi, je veux dire, il n'y a pas de livres, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de... et puis aussi, il y a certains... les formations, il y a aussi certains enseignants qui sont aussi conservateurs sur la manière d'enseigner, et bon, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, mais je veux dire, il y a plein de facteurs, c'est très complexe, mais dans tous les cas, à la fin, qui est victime de tout ça? C'est les élèves. Des élèves qui, eux, n'ont qu'une envie, c'est d'apprendre. Et en fait, il y a énormément de barrages. Bon, je ne parle même pas des élèves filles, parce que là, c'est encore pire, quoi. C'est encore autre chose. Elles, pour qu'elles puissent continuer... Il y a une campagne UNICEF, notamment justement au Mali, sur encourager les filles à rester à l'école et qu'elles ne soient pas mariées de manière précoce, et aussi encourager les filles, tout faire pour que les filles, même quand elles ont leur menstruation,
menstruent, qu'elles puissent aller à l'école, parce que sinon, une semaine par mois minimum, elles sont absentes. Donc, il y a plein de choses qui font que c'est difficile. Et puis, bon, c'est à tous les niveaux, on ne sait même pas où commencer, malheureusement, il y a tellement de choses à résoudre, mais les enfants, on sait bien que c'est aussi une des premières forces de travail au sein de la famille. Donc, quand ils rentrent chez eux, et les petites filles aussi en particulier, elles sont corvéables, merci. Et comment étudier dans des bonnes conditions quand on est fatigué? Je veux dire, quand on ne dort pas assez la nuit, on se couche à 11h, on se lève à 5h pour pouvoir faire les tâches ménagères, pour pouvoir s'occuper des petits frères, pour pouvoir faire tout ça. Et ça fait que, bon, malheureusement, la pauvreté est la mère de tous les vices. Hein. C'est terrible. Et on a parlé de quelque chose de difficile. Donc on ne peut pas finir l'interview sans vous parler de votre documentaire. Ah oui, oui. Le Djamburo, l'esclavage et émancipation à Raï. Et c'est un documentaire qui est basé sur l'émancipation de l'esclavage ou des esclaves dans la culture, dans la communauté soninké, les soninké du Mali, des Raï plus précisément. Et sachant que déjà c'est quelque chose qui existe, c'est pas pour indexer, et donc c'est les soninké, mais pas seulement, ça existe chez les Peul aussi. Donc c'est des cultures que je connais, donc je parle de ces deux cultures-là. Donc pour bien comprendre que c'est pas pour pointer du doigt les soninko. Et j'aimerais savoir, parce que c'est quelque chose de culturel, sincèrement c'est quelque chose de culturel qui est ancré dans notre éducation, dans l'éducation des soninké ou de Peul. Et comment s'est déroulé votre tournage? Parce que j'ai regardé votre documentaire et je me suis posé tellement de questions, parce que aujourd'hui trouver quelqu'un pour tout simplement en discuter comme ça, c'est compliqué. Alors faire un tournage, faire un documentaire, alors j'imagine même pas. Ben, alors c'est souvent la question qu'on me pose. Alors déjà bon, j'ai fait ce documentaire, ça faisait 2 ans que je faisais des recherches sur la question dans les archives, j'avais fait pas mal d'interviews, déjà d'entretiens dans les villages, et donc en fait avec le documentaire je suis retournée voir des gens que j'avais déjà vus et qui avaient accepté de me parler, donc c'était déjà plus facile. Bon, et puis la recherche a continué hein, en même temps, et pendant que je faisais le documentaire on m'a indiqué d'autres personnes, donc on n'a pas suivi juste les trucs que j'avais prévus, mais je pense que c'est une combinaison de facteurs. En même temps c'est difficile, je pense déjà beaucoup de chance, je crois que c'était le bon moment. Ça ne s'explique pas forcément très bien, mais je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, vu les tensions qu'il y a actuellement à Caille et ailleurs, je pourrais le faire de la même manière. J'ai travaillé avec quelqu'un de la région, un ami, qui était très sensible, qui avait une intuition culturelle et sociale très forte et qui était très bon, moi c'est quelqu'un que j'adore, Sounkarou Douara, et que je remercie vraiment parce qu'il m'a ouvert beaucoup de portes. C'est quelqu'un de très calme, de très doux, de très respectueux, etc. Et donc je pense que ça a beaucoup aidé. Et moi, étrangère, mine de rien, ça m'a ouvert des portes, parce que en fait, comme on me l'a dit une fois à la fin d'un tournage, on m'a dit, vous savez, les projets, on en a vu passer dans notre village, mais des gens qui sont venus nous interroger sur notre histoire, ça on n'avait jamais vu, et juste pour ça on vous remercie. Donc le fait que j'arrive pas, bon alors évidemment il y a toujours des gens qui m'ont dit ah vous amenez pas un projet, j'ai dit non, je suis historienne, je fais des recherches sur votre histoire, et je crois que ça c'était une clé d'entrée extraordinaire, parce que bon c'est vrai, j'avais fait tous ces kilomètres juste pour les écouter raconter l'histoire de leur village, et je pense que c'était comme s'ils l'avaient pas forcément, ils l'avaient jamais fait à l'extérieur, envers quelqu'un de l'extérieur, ou pas aussi clairement, ou en tout cas j'avais pas l'impression. Et en fait, c'était comme s'ils avaient attendu ce moment, quoi, et ça s'est combiné comme ça. Et c'est pour ça que ça a un côté un peu exceptionnel, et en même temps, c'est pas sur une question exceptionnelle. Voilà. Encore une fois, parfois je me l'explique pas, et en même temps je me dis ça devait se faire comme ça. Ça s'est fait, voilà. Mais en fait, c'est moi qui me définis comme étant un enfant de ces deux communautés, je dis le Peul et les Soninké, et encore plus, et, parce que autant c'est difficile
par rapport au bourreaux, si je peux dire comme ça, aux bourreaux, c'est-à-dire aux esclavagistes, autant c'est difficile aussi par rapport aux victimes, parce que les victimes, en général, ils ne veulent pas en parler, ils ne veulent pas venir vers les gens, ils ne veulent pas dire qu'ils subissent ça. Et les bourreaux, ils disent toujours non, c'est quelqu'un. Mais je pense que aussi ce qui a aidé, c'est que je me suis adressée aussi à des populations dans des villages où en fait, j'ai quasiment pas tourné dans des villages où les deux communautés coexistaient, les nobles esclavagistes et les esclavagisés. C'était souvent des villages qui avaient été fondés suite à une émancipation. Donc eux, voilà, ils avaient réussi, ils s'en étaient sortis. Donc il y avait... et puis, ou en tout cas dans les communautés où ils coexistaient encore, ça c'est bien fait parce que j'avais les bons contacts. Parce que c'était... Mais c'était... je sais pas, c'est... je vous dis aujourd'hui, je suis pas sûre que je pourrais le faire de la même manière parce que les exactions contre les descendants d'esclaves se sont accélérées dans la région de Caille et que c'est très tendu. Même dans je veux dire, c'est un sujet qui est devenu politique, quoi. Donc c'est à l'époque, ça faisait 10 ans qu'il y avait eu la décentralisation, démocratisation. Dans ces villages-là, ils avaient pu accéder à des responsabilités administratives, politiques, etc. Donc, ils avaient une certaine reconnaissance. Ils étaient bien dans leur communauté, bien dans leur région, bien dans leur pays. Donc, il n'y avait pas de... je veux dire, 90% des gens que j'ai interviewés, interrogés, ils avaient plus de 60-70 ans. Donc, et la clé d'entrée, l'histoire... racontez-moi l'histoire de vos ancêtres, racontez-moi l'histoire de votre communauté. On ne parle pas des choses présentes, même s'il y a l'héritage, c'est toujours là. Mais je veux dire, c'est plus facile d'amener les gens à parler de l'histoire plutôt qu'à parler de la politique contemporaine. Là c'est tendu. Et j'aurais pas fait un film là-dessus, sans doute. Mais juste leur demander, mais alors, comment vos parents sont arrivés ici? Pourquoi ils sont arrivés? Bon. Au fur et à mesure de la conversation, ça se déroulait, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire d'entrée, bon, ça c'est, voilà, ils ont été mis en esclavage, mais c'est venu dans la conversation, et puis voilà, et puis c'était dit, et puis si les gens ne le disaient pas, ils ne le disaient pas, je sais pas, voilà, j'ai laissé les gens parler comme ils l'entendaient, essayer d'expliquer comment ils concevaient cette histoire, et le principal pour moi c'était de la rendre visible et audible, parce que aujourd'hui encore, on le sait, dans ces communautés, on a parlé des Soninké, des Peuls, mais il y a aussi les Malinké, les Bambara, les Kassanké. C'est un fait social qui existe toujours, qui est ignoré et qui est stigmatisé et qui fait que moi, ce que j'ai essayé de faire dans ce documentaire, c'est de dire il y a eu des résistances passées, des gens qui se sont levés pour l'égalité et la liberté. Et c'est pas juste le fait que, par exemple, les colons ont aboli. Je veux dire, il y a eu le décret de 1905, mais je veux dire, si on s'était arrêté au décret, je veux dire, ces populations se seraient jamais émancipées. Donc il a fallu qu'elles prennent leur destin en main pour réclamer. Et c'est grâce à ça que ces communautés ont pu acquérir leur liberté et l'égalité. Et ça, je trouvais ça un message important parce que à l'heure actuelle, dans certaines de ces communautés-là, la discrimination continue, mais les populations qui sont discriminées ne connaissent pas forcément l'histoire de résistance. Et je veux dire, dans leur propre histoire, il y a les outils pour se battre contre ces situations-là. Mais une histoire qui est souvent ignorée aussi. Voilà, c'est ça. Et donc les jeunes générations, par exemple à Caille, elles utilisent Diombourou comme une insulte. Comme c'est une insulte, c'est devenu une insulte. Et elles ne savent même pas pourquoi. Et c'est dommage parce que normalement Diombourou ça devrait être un terme un peu de fierté, de lutte pour l'égalité, liberté, et c'est utilisé comme une insulte. Alors je pense que c'est lié justement à cette stigmatisation, qu'on continue à stigmatiser les populations pour être sûr qu'elles ne servent pas de modèle aux générations suivantes et que les générations suivantes aient des difficultés à continuer à s'en sortir. En tout cas, Madame Marie-Rodé,
Ben, merci beaucoup. Ça nous a énormément fait avec beaucoup plaisir. Et puis, sincèrement, on aurait aimé continuer encore. Mais malheureusement, l'État ne nous permet pas parce que vous êtes une femme occupée. Et d'ailleurs, dès que vous sortez de là, vous avez une conférence. Donc, on vous remercie énormément pour le temps que vous nous avez accordé. Et si je peux dire quelque chose aux téléspectateurs, allez voir Djambourou parce que sincèrement, ça vaut le coup. Et moi, je l'ai vu et j'espère que vous aussi, vous irez voir après ce visionnage, après cette émission. Et puis, il y a aussi le livre, donc les immigrants ignorés du haut du Sénégal, donc toujours en vente. Oui, chez Cartala. Voilà, donc n'hésitez pas, allez-y. Et puis, Madame Marie-Rodé, j'espère que nous aurons le plaisir de se revoir. Oui, bien sûr. Une autre fois dans une conférence ou pourquoi pas encore une fois sur TV Touba, ça sera avec un énorme plaisir. Et puis, on vous remercie beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie pour l'invitation et puis pour la conversation. Voilà. Merci. C'était super sympa et on se dit à la prochaine. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.